Chers auditeurs de la Voix de la Diaspora, bonjour. Durant ces 60 minutes, votre animatrice Rosiane Nadine que je suis sera accompagnée de mon compère Ahmed Fof. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Pour votre talk show dont vous avez tant rêvé, aujourd'hui. Et de l'emploi des jeunes. Si. Avec comme invité, nous avons le conseiller technique du Premier ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du conseil civique. Monsieur Touré Souleymane, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Très bien. Et monsieur Jean-Paul Oro, le président des journalistes ivoiriens en France. Bonjour, monsieur Oro. Bonjour, madame Rosia. Je constate que dès la prise de pouvoir, le président Alassane Ouattara a mis en place la CDVR, la CONARIV et un ministère dédié à la réconciliation, mais de nombreux observateurs jugent que cette réconciliation peine à décoller. Comment se fait que cette réconciliation est toujours au point mort? Monsieur Touré Souleymane, vous qui êtes le conseiller du Premier ministre, du pouvoir en place. Merci à vous de nous donner l'opportunité d'échanger sur la question de la réconciliation. Merci donc à Rosia et à tout le plateau ici. Monsieur Jean-Paul Oro aussi, merci. Monsieur Augustin et Monsieur Ahmed Fof. Nous sommes ici pour contribuer à apporter des idées donc à l'idée de la réconciliation. Moi, je pense que ce serait déjà faire un procès que de dire que la réconciliation est au point mort ou que la question de la réconciliation peut être traitée comme telle, c'est-à-dire qu'elle tarde à décoller. Je dirais non, parce que depuis la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, bien d'initiatives ont été menées dans le sens de la réconciliation, beaucoup d'actions, à savoir justement la création de toutes ces institutions-là, qui n'ont eu de but que de rapprocher les Ivoiriens. Donc pour nous, la réconciliation est en marche, c'est un processus. On n'obtient pas des résultats en matière de réconciliation du jour au lendemain. Mais les actes forts et la multiplication des actions, c'est ce qui donc produit des résultats en matière de réconciliation. Donc nous pensons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et tout le gouvernement inscrit résolument donc dans l'idée de la cohésion, de l'unité nationale, ont mené bien d'actions pour que nous soyons des Ivoiriens fiers de vivre ensemble. Tel est d'ailleurs le credo du président. Donc, je pense qu'il faut revoir un peu la formulation de l'introduction. Nous ne sommes pas au point mort, au contraire, nous sommes dans un processus. Voilà. Mais moi, je vous remercie déjà d'être sur notre plateau, sur la Voix de la Diaspora. Alors, à vous entendre, monsieur le conseiller, tout va bien en Côte d'Ivoire, tout est rose, les gens vivent en parfaite harmonie. Si tel est le cas, il y a de cela une semaine, Nadine, et il y a une amicale des forces nouvelles qui a été créée, et aussi l'alliance du 3 avril, qui décrit aujourd'hui ce qui est fait en Côte d'Ivoire, qui dit aujourd'hui, à travers la porte-parole, le ministre Alain Le Bognon,
qui dit que beaucoup n'ont pas été faits. Ils ont dit que beaucoup de choses au niveau de la réconciliation nationale, et même le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, a eu même la force de dire qu'il ira demander pardon à M. Laurent Gbagbo et à Bédié. Voilà. Si on attend ces personnalités, ces fausses personnalités qui sont du pouvoir, est-ce que vraiment la réconciliation, vraiment, tant que vous dites tout à l'heure, là, est vraiment en marche en Côte d'Ivoire? Merci Ahmed. Je pense qu'il faut donc rester dans un certain contexte. Nous disons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien compris que la vraie réconciliation ne s'obtiendra qu'avec le temps, mais qu'il faut passer d'abord à l'essentiel et qu'il faut travailler. Et depuis donc la prise du pouvoir, nous nous sommes acharnés au travail en édifiant donc tout un programme de mise en place des infrastructures de base à l'émergence, parce que nous sommes assignés pour objectif d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Nous avons fait ce travail depuis et les résultats sont empiriques, sont palpables. Maintenant, la question de la réconciliation, comme je dis, c'est un processus. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand on commence à dire qu'on a des ambitions, qu'on veut ceci, on commence à se porter des ambitions pour l'horizon 2020, mais qui peuvent être des ambitions politiques et purement politiques, on peut adapter son discours. Tout ce que vous avez cité sont inscrits dans un processus. Et donc, quand des acteurs eux-mêmes interviennent sur ce genre de questions, je pense qu'ils sont bien placés pour répondre aux motivations de leur choix, à savoir créer telle ou telle structure et puis parler de la réconciliation. Mais vous savez bien que quand vous citez ces personnalités, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'interventions vont dans le sens de ce que ces personnalités sont citées comme responsables aussi de pas mal de choses. Et donc nous disons que le président de la République... Pas mal de choses comme quoi, par exemple? Non, mais c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que quand tu parles de réconciliation en Côte d'Ivoire, tu t'inscris dans une dynamique qui est claire, c'est de pouvoir... Non, c'est juste demander après vous la parole. Il n'y a pas de problème. On va ouvrir la tête. Il n'est pas d'accord avec le conseiller. Non, je ne suis pas d'accord. Il a dit des choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais pouvoir rebondir, mais bon, je le laisse. Non, mais donc je vous autorise déjà, non, pour ne pas qu'on perde le fil. Ça peut parler de la réconciliation, vous laisse la parole. Je vous laisse la parole déjà. Ok, d'accord. Moi, bon, justement, j'estime que j'ai été invité ici, certainement au nom de mes qualités de journaliste. Ça fait. Et puis, bon, donc, observateur de la vie publique et politique en Côte d'Ivoire. Bon, j'espère que cette émission n'est pas politique, mais j'espère qu'on aura au moins un minimum de, je dirais, de lucidité. Je comprends bien, monsieur le conseiller du Premier ministre, hein, il est dans sa logique, c'est le discours officiel, je dirais le politiquement correct ou bien l'institutionnellement correct qu'il entretient. Mais aujourd'hui, c'est un fait réel, comme Madame Rose l'a dit tout à l'heure.
la réconciliation est au point mort. C'est tellement une appréciation, du moins une observation que vous, monsieur le conseiller, n'apprécie pas. Mais c'est un fait. J'aimerais pouvoir partager certainement cela avec elle. Et vous aussi vous dites c'est en marche, peut-être une marche qui certainement n'est pas au rythme de beaucoup d'Ivoiriens. Mais quand une réconciliation est engagée, après une crise de laquelle les Ivoiriens sont sortis, après 2011, où il y a eu des milliers de morts, officiellement 3000, où il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu leurs biens, ils ont perdu des parents. Et au sortir de cela, il y a un seul camp qui est poursuivi, qui est emprisonné. Il y a des centaines d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont détenus, qui n'ont même pas encore rencontré un juge. Aujourd'hui, on assiste encore à des arrestations. Aujourd'hui, il y a encore des Ivoiriens qui ont un compte qui sont gelés. Vous pensez que depuis 2011, on est encore dans cette prolongation de cette crise-là. Est-ce que ce type d'action peut participer au sentiment de réconciliation dont vous parlez? Véritablement. Voilà pourquoi moi j'ai envie de partager l'assertion de Mme Rosière. Merci, monsieur Jean-Paul Leroux. Moi, j'ai bien envie de vous poser une question, parce que, vous savez, quand on parle de réconciliation, c'est facile de dire beaucoup de choses, d'évoquer donc des situations qu'on peut considérer comme n'étant pas dans le sens de la réconciliation, mais c'est selon la position de chacun d'entre nous. Moi, je dis que la réconciliation est en marche, parce que, bien entendu, les Ivoiriens sont à l'aise à aller comme à sortir de leur pays aujourd'hui, que de 2011 à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et que, qu'on me dise que des comptes sont gelés, mais 90% des comptes sont dégélés, que les comptes encore gelés sont sûrement liés à les velléités de certaines personnes à forcément déstabiliser, à faire des coups d'État, parce que les informations au sommet de l'État ne peuvent pas être divulguées partout. Mais quand on sait que vous, d'abord, vous avez travaillé pendant quelques années et que vous avez donc des milliards dans des comptes et pour des postes qui ne pouvaient générer ce genre de fonds, il faut bien comprendre que ça laisse vraiment beaucoup de questions. Okay? Quand on est directeur d'une structure et qu'on a 10 milliards dans son compte, je dis après quelques années de pouvoir, mais attendez, et qu'on sait qu'avant la prise du pouvoir, vous n'aviez même pas le 1 centième de ces montants-là. Je ne suis pas en train, s'il vous plaît. Monsieur Touré-Souleymane. Non, je vais revenir. S'il vous plaît, mais vous ne me retirez pas la parole de force. Parce que, vous me laissez terminer parce que je vous ai laissé donc dire beaucoup de choses. Donc, j'ai dit que pour les questions de compte bancaire, ceci est fortement sensible. Et qu'il faut donc comprendre que 90% des personnes qui étaient dans ce genre de situation ont la liberté d'utiliser les fonds sur leurs comptes. Maintenant, s'il y a quelques-uns qui restent encore dans une situation particulière, ceci est lié à des cas particuliers. Maintenant, que de dire que la réconciliation est à la traîne? Je laisse la liberté à M. Oro de le dire. Mais je dis que depuis sa prise du pouvoir, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a multiplié les actions dans le sens de la réconciliation, à permettre aux Ivoiriens qui donc sont partout dans le monde de revenir au pays en toute liberté et de circuler en Côte d'Ivoire en toute liberté. C'est vrai qu'on peut parler des arrestations de quelques personnes, mais est-ce que quand on doit à la réconciliation, on doit on doit laisser le pays comme ça, à fonctionner comme ça dans le désordre, qu'il n'y a plus de restrictions, que tout le monde doit faire ce qu'il veut? Mais non, ceci est donc dans la forme normale de tous les jours, dans tous les pays du monde, quand il y a des choses à ne pas faire. Donc je dis que... Merci monsieur Souleymane. Excusez-moi, Ahmed Boff et Mme Rosière. Monsieur Souleymane Touré dit des choses, je comprends tout à fait. J'ai pas envie de citer des noms de certaines personnalités ivoiriennes ou certaines personnes ivoiriennes qui ont leur compte gelé, n'ont pas autorisé à donner leur nom, mais il en existe encore. Voilà, je ne m'autoriserai pas à le faire, mais comprenez-moi, j'espère que les téléspectateurs, ou du moins les auditeurs de Côte d'Ivoire FM me comprendront, je ne citerai pas de nom. Mais quand vous parlez de ceux qui sont en prison, on a des arrestations, évoque autant de légèreté, moi j'ai envie d'avoir peur. Aujourd'hui, on arrête à des gens qui sont en prison. Je donnerai des noms. Le Samba David, qui est un acteur
un acteur associatif en Côte d'Ivoire pour les droits de l'homme et la société civile. Aujourd'hui, qui est en détention il y a plus de 2 ans pour des voies de fait à l'ordre public. Pendant qu'à Abidjan, monsieur, comment il s'appelle, Souleymane Kamarati, le directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, on a découvert une dizaine de tonnes d'armes dans sa résidence privée. Quelqu'un qui n'est pas militaire, qui est civil. Ce monsieur Placeron à Abidjan, il n'est pas inquiété. Pendant que des Ivoiriens... Qu'est-ce que vous en savez quand vous dites qu'il n'est pas inquiété? Mais il n'est pas inquiété. Parce qu'il n'est pas encore aux arrêts, c'est pour ça que vous dites ça. Vous ne savez pas que la question... Vous ne savez pas que la question des... Vous ne savez pas que la question des armements est une affaire assez sérieuse et qu'elle a été confiée aux institutions internationales. Tout à l'heure, vous vous plaignez du fait que je vous avais pris la parole. Donc j'espère que vous allez me rendre la politesse. Je dis, et je le dis avec autant de force, monsieur Souleymane Kamarati, le directeur du protocole de monsieur Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, un civil. Il y a quelques semaines, 11 tonnes d'armes ont été découvertes chez lui, chez un civil. Aujourd'hui, un Ivoirien, n'importe quel citoyen, on découvre un pistolet chez lui. Ce monsieur, d'abord, la première des choses, il va avoir une garde à vue pour lui demander comment cette arme-là s'est retrouvée chez lui. S'il n'a pas de comment on appelle ça, de permis de port d'armes. C'est la loi ivoirienne. C'est la loi ivoirienne. J'ai pas besoin d'un procureur. C'est la loi ivoirienne. Aucun Ivoirien, non, il ne s'agit pas de non. La question est là. Il ne s'agit pas du revers de la main. Non, monsieur, je ne suis pas procureur. Je suis citoyen ivoirien. Je suis journaliste. Pendant que les acteurs de la société civile sont en train de... Vous monopolisez la parole. Vous répétez ce que vous avez déjà dit. En fait, vous aurez dû réglementer le débat. Parce que le monsieur est passionné, il est passionné, il n'a même pas le recul de pouvoir se retenir, mais moi je pense que c'est pas comme ça qu'on doit débattre ici. Il faut que nous soyons quand même professionnels dans ce que nous faisons. Vous êtes journaliste, vous êtes président des journalistes, vous n'êtes pas militant d'un parti politique, à ce que je sache. Donc vous tenez un discours qui a de la retenue. Moi, je pense que c'est important. J'espère que j'aurai mon droit de réponse à ce propos. Non, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais vous laissez entrevoir trop de choses et ce n'est pas intéressant. Voilà. Moi, je suis ici en qualité de conseiller du Premier ministre chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Je peux me permettre d'échanger sur des questions de réconciliation, sur des questions liées à la vie de tous les jours en Côte d'Ivoire, mais je ne viendrai pas ici me focaliser sur un débat politique passionné. Je le dis clairement, la question donc des 11 tonnes d'armes découvertes chez quelqu'un, comme il a dit et tout, mais c'est une question qui est suffisamment traitée en ce moment. Vous savez que quand un dossier est confié à une institution internationale comme l'ONU, c'est pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion du dossier. Et je pense que si le président ou les autorités de Côte d'Ivoire avaient l'intention de protéger qui que ce soit, ça allait être géré peut-être sous une entité contrôlée par nous-mêmes. Mais alors que cette affaire est confiée à l'ONU et les enquêtes se poursuivent et des informations assez importantes sont produites, je pense qu'il n'y a pas matière à s'affoler et à commencer à traiter cette affaire comme on aurait traité n'importe quelle autre affaire. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Quand on parle de 11 tonnes d'armes, c'est pas une affaire d'un pistolet ou de quelque chose comme ça. Donc c'est même pas, je suis même pas habilité à parler de cette affaire-là. Et je pense que on doit avancer dans ce débat si on veut vraiment être productif. J'aimerais juste concernant ce qui a été juste une minute. Non, juste une minute. Ce qui a été dit me concernant 30 secondes. J'aimerais dire, Monsieur Jean-Paul, je vais me permettre de couper parce que là, on est. Il nous éloigne. Non, je m'éloigne. Excusez-moi, mais je viens participer à un show auquel je suis invité. Ce n'est pas d'abord rappeler à l'invité que ce n'est pas à lui de dire aux animateurs de cette émission qui devait réglementer cette émission. Deuxièmement, mes responsabilités de président de l'Union des journalistes ivoiriens me permettent de parler en mon nom personnel et au nom des journalistes ivoiriens de France. Deuxièmement, les questions que j'ai évoquées, ce sont des questions factuelles. Elle est où le discours politicien ou le discours politique quand je dis que Samba David, qui est un acteur de la société civile, un acteur associatif de la société civile, est en prison depuis plus de 2 ans pour des faits de troubles à l'ordre public, et qu'aujourd'hui, un autre Ivoirien qui est de la même dignité, je dirais, citoyenne que lui, on découvre 11 tonnes d'armes dans sa résidence privée,
Ce monsieur Plastron à Abidjan, j'estime qu'il y a de ce côté deux poids, deux mesures. Pour avoir dit cela, ça veut dire qu'on tient un discours d'un camp. Donc dans ce pays-là, il y a le discours d'un camp qui n'a pas le droit de valider. Non, même monsieur Roé. Il est passionné, il est trop passionné. Je ne sais même pas comment il arrive à faire son métier de journaliste. Je ne sais pas comment il arrive à faire son métier de journaliste. C'est un monsieur extrêmement passionné, c'est pas intéressant pour un débat comme ça. N'est-ce pas? Donc, quand on dit des choses, non, je vous dis, madame. Je vais vous dire. Non, mais il est intervenu. Non, je vais vous dire une chose qui est simple. Je le dis et je répète. On a 1 heure de temps. Je pense qu'au sorti de cette émission, les Ivoiriens devaient avoir avancé au niveau de la connaissance. Mais j'ai bien l'impression que le monsieur veut nous entraîner dans un débat passionné et qui va nous éloigner de l'essentiel. Monsieur le conseiller, justement, je me permets de dire peut-être 2 mots, avec votre permission. On a un fil conducteur. Le monsieur a un carnet d'adresses, il a une fonction. Je pense qu'on a parlé de réconciliation. Maintenant, si ça sort du cadre de la réconciliation où on va parler de la justice, je conviens que il y a un conseiller chargé de la justice. Le président des journalistes a le droit de poser des questions. Maintenant, s'il ne peut pas le répondre, c'est son droit. Maintenant, si on veut aller dans la réconciliation, je pense qu'il faut poser les questions concernant la réconciliation. Mais vous avez compris, non, les questions sont bien posées. Les débats peuvent... On va regarder le débat et on continue. Alors, M. Touré Suleiman, le conseiller en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi. Alors aujourd'hui, les rapports presque tous les rapports internationaux disent qu'il y a au moins 60% des jeunes Ivoiriens qui sont au chômage. Qu'est-ce que le gouvernement en place, du moins le Premier ministre aujourd'hui qui a une fonction il n'y a pas longtemps, met en pratique réellement pour que tous ces jeunes-là, les 60% aient aujourd'hui du boulot en Côte d'Ivoire? Voilà, ça c'est une question vraiment cruciale aujourd'hui. Tous les jeunes se plaignent, on les voit sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en bonne place aujourd'hui dans la migration irrégulière. Voilà. Tous ceux qui sortent là sont 40 à 50% des jeunes Ivoiriens. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire? Merci. Merci, cher frère. Alors, Ahmed Fofana, merci. Je voudrais, donc, sur la question de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, dire que le président de la République, depuis 2015, a décidé de créer un ministère chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, après sa nomination en 2017 janvier, a aussi donc institué un poste de conseiller technique chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Je pense que ceci est une première en Côte d'Ivoire. Un ministère dédié spécifiquement à l'emploi des jeunes, ça démontre bien la volonté du président à résorber les questions liées à la problématique de l'emploi des jeunes. Et depuis donc la création de ces 2 structures, mais d'abord du ministère de l'Emploi, donc de la promotion de l'emploi des jeunes du service civique, beaucoup de jeunes de Côte d'Ivoire ont eu de l'emploi. Et c'est vrai que 70 à 80% de la population ivoirienne est jeune. Et quand on parle d'emploi jeune, on parle de 18 ans à 35 ans. Et aujourd'hui, beaucoup de témoignages démontrent bien tout ce qui a été fait. Les résultats sont assez édifiants. Plus de 200 000 emplois ont été créés parce que simplement, on a créé de nombreuses entreprises, 283 entreprises déjà en 2015, appuyées donc par les initiatives du gouvernement. Et donc, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dernièrement à Gagnewa, dans la région de Go, on avait donc donné le financement pour 105 jeunes qui ont eu à trouver des solutions à leur inquiétude de financement pour les projets qu'ils avaient donc déposés au niveau du ministère de l'Emploi et de la promotion de la jeunesse. Il y a un guichet unique qui a été créé à cet effet. Et le guichet unique de l'emploi permet à tout jeune Ivoirien de postuler. Mais comme on dit, il y a quand même un certain nombre de réglementations, de paliers pour que vous puissiez bénéficier justement de ce soutien du gouvernement. Maintenant,
Sur la question des 60% des jeunes qui donc sont considérés comme sans emploi, mais je dis que c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays en Afrique, mais c'est un pays qui est un exemple aujourd'hui en matière d'efforts pour la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est un effort, c'est un pays qui donc donne un signal fort au point où la structure africaine même qui a été mise en place est dirigée aujourd'hui par un Ivoirien par rapport justement à l'emploi des jeunes. Donc pour nous, les efforts du président de la République sont historiques quant à la promotion de l'emploi des jeunes. Et nous disons que la promotion de l'emploi des jeunes ne peut se faire sans le civisme, parce qu'il faut inculquer des bonnes valeurs à nos jeunes, il faut s'éloigner de tous les mauvais comportements qui sont observés ici et là. Et d'ailleurs, pendant ces vacances, on fait une grande tournée pour la lutte contre l'immigration clandestine, dénommée Stop à l'immigration clandestine. On a fait le tour de toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, appuyé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour donc passer le message qui consiste à dire aux jeunes qu'il ne faut pas aller par la voie des bateaux en Europe et qu'il faut donc faire confiance en nos institutions. Je vais rebondir dessus. Oui. Monsieur Touré Souleymane, dites-moi, quand le ministre de la Défense appelle les jeunes à un meeting du RDR pour proposer de l'emploi à ces jeunes, que pensez-vous de cela? Ben, je pense que c'est un bon signal. Le ministre de la Défense, il a pour habitude de prendre des décisions, mais ceci est lié à son fonctionnement. Vous parlez du meeting qui s'est tenu au Palais des Sports dernièrement. À deux meetings, à deux reprises. Oui, mais bien sûr, mais c'est un signal fort. Il s'agit pour lui de montrer qu'à toutes les occasions, on peut continuer de... Est-ce que, monsieur le conseiller, dans un pays civilisé, comme la Côte d'Ivoire, un pays responsable, est-ce que vous pensez que cela est moralement bon quand un ministre, dans un show, je veux dire, un show à la DJ, appelle des jeunes d'un meeting et leur propose du boulot? C'est ça que c'est des jeunes d'un parti politique. Est-ce que moralement c'est bon? Vous qui êtes jeune. Oui, je vais vous dire que, vous savez, c'est dommage qu'on essaie de nous distraire avec des interventions qui, pour moi, ne tiennent pas la route. Quand on est à un meeting, et c'est pas seulement à un meeting qu'il a fait. La première fois, c'était pas un meeting du RDR, c'était un forum de l'entrepreneuriat, et il a choisi des jeunes, et puis il a dit que lui, de manière personnelle, il donnait donc de l'emploi avant 1 mois à chacun des jeunes en question. Mais aux États-Unis, en France, au Canada, partout dans le monde, il y a une partie des jeunes qui n'ont pas de boulot, qui ne travaillent pas. La frange de jeunes qui travaillent, elle est connue partout dans le monde. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on a des jeunes qui travaillent. Donc quand à un meeting, on donne de l'emploi à des jeunes, mais c'est une bonne chose. Ça n'a rien à voir avec le caractère politique du meeting. Parce que je dirais que la première fois pour vérifier, ceci peut être vérifié, ce n'était pas à un meeting que le ministre d'État Ahmed Bakayoko l'a fait. Et je dis, le ministre d'État Ahmed Bakayoko démontre tous les jours qu'il est ouvert à tous les jeunes. Il protège tellement de jeunes, il aide tellement de jeunes qui n'ont rien à voir avec le RDR. Parce que je suis un sachant sur la question. Il essaie, tous les jours que Dieu fait, de montrer que ce qui vaut pour nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'aider. Et d'aider partout où on a la possibilité de faire sous la contrainte de nos moyens. Et je pense qu'il faut féliciter le ministre Ahmed Bakayoko pour cette action. Et plutôt que de chercher à travestir le sens de cette... Monsieur Jean-Paul Leroux, Monsieur Jean-Paul Leroux, on va demander votre impression par rapport à ce que le conseiller du Premier ministre vient de dire. Ok, d'accord. Merci. Pour revenir sur la question de l'emploi de jeunes en Côte d'Ivoire, permettez-moi 2 secondes d'abord de rappeler à M. Touré Souleymane que je suis Jean-Paul Leroux. Si parler des droits et des libertés en Côte d'Ivoire, c'est être passionné, je suis passionné. Si en Côte d'Ivoire, défendre les libertés, ou du moins la liberté de la presse, parce que la loi en Côte d'Ivoire sur la presse interdit l'emprisonnement des journalistes, eux que des journalistes sont emprisonnés pour des délits de presse, je suis engagé. Si parler de la question des libertés, c'est être passionné, je suis passionné. Pour ça seulement, je suis passionné. C'était juste le rappel que je me fais. Pour revenir sur la question de l'emploi, la question de M. Ahmed Fof. Moi, c'est avec amusement que j'ai vu le ministre Ahmed Bakayoko récidiver sur ce type d'attitude.
c'est bien, ce n'est pas mauvais de trouver du travail aux jeunes, c'est même bien. Et il y a des ministres, dans leur responsabilité de ministre, qui trouvent du travail aux jeunes de façon sans bruit, sans faire qu'il vienne le voir à son bureau et il donne les pistons. Le piston existe, c'est pas mauvais. Le piston, ce n'est pas de la corruption, ce n'est rien d'autre, c'est pas du despotisme. Ça existe en France, aux États-Unis, ça se fait. Mais c'est quand ça se fait de cette façon, de façon publique, et de cette manière, ça paraît folklorique. Mais Jean-Paul, on dira, c'est le caractère peu importe. C'est le caractère folklorique. Quand on est dépositaire de l'autorité publique, on est ministre de la République de Côte d'Ivoire, que cela pose problème. C'est dans l'image que cela pose problème. Sinon, dans le fond, comme je le disais, comme le conseiller lui-même du Premier ministre l'a rappelé, ça se fait dans tous les pays du monde. Les ministres ou un certain nombre de personnalités ont un certain nombre de capacités de trouver du travail ou d'aider, de dire, ah, va dans tel coin, je connais tel monsieur, avec un petit mot, telle personne a telle compétence. Le piston existe, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit par la loi. Ce n'est pas un délit, le piston. Je répète encore une fois, c'est quand les choses sont présentées de cette façon, surtout par quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, comme le ministre Ahmed Bakayoko, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, je le rappelle, cela devient folklorique. Et on peut se permettre toutes sortes de supputations là-dessus, c'est tout. Sinon, pour le reste, sur le fond, moi, on va saluer les familles de ceux qui ont été embauchés ou qui ont eu du boulot, ils vont applaudir, ils vont saluer le ministre Ahmed Bakayoko, mais c'est le caractère folklorique qui ridiculise un peu le geste. Ok. Je vais donc intervenir sur la question encore, parce que j'avais déjà dit ce que je pensais, mais en réalité, quand il revient sur les questions de liberté des journalistes, de liberté d'expression et tout ça, mais je dis que d'abord le folklore est d'une autre époque en Côte d'Ivoire. On sait qui est passé maître des actions folkloriques, et donc il le sait très bien. Mais aujourd'hui, nous, on travaille. Nous, on n'est pas dans le folklore. Au contraire, on a revêtu donc cette idéologie ivoirienne qui est celle du travail. Et je pense que c'est ce qui prévaut. Le fait de donner du travail à des gens, c'est bien. Mais on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il n'y a pas vraiment longtemps. Et puis, pour les journalistes, on sait qui était maître dans les assassinats des journalistes et tout ça. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut se réserver. Monsieur Touré Souleymane, s'il vous plaît, non, mais quand vous aurez la parole, il ne s'agit pas de ça, vous aurez la parole. Monsieur le conseil, oui, mais vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Oui, qui a assassiné des journalistes? Monsieur Jean-Paul, il pète les plombs à chaque minute de cela. Mais laissez-le terminer. Mais un débat doit se faire de manière civilisée. Il sort de cette gomme à chaque minute. S'il vous plaît, monsieur, vous nous laissez terminer. Non, mais en fait, mais quand vous prenez la parole, je ne dis rien, je vous écoute. Dès que je place des mots, vous n'êtes pas ici pour poser des questions. Laissez les journalistes poser des questions. Non, attendez, s'il vous plaît. Nous vous rappelons, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur il n'est pas capable de me laisser terminer. La radio, la voix de la oui, mais vous aurez la parole. Écoutez, monsieur Jean-Paul, pour ceux qui nous prennent en marche, il est trop militant, ces journalistes. Monsieur Ahmed Fof. Il est trop militant, ces journalistes. Non, il est trop militant. Je ne sais même pas comment il devient président des journalistes. Il est trop militant, ce journaliste. On va vous donner la parole. Donc je reviens pour dire. On va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Juste alors, pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes bien sûr la voix de la diaspora à l'émission Parlons-en. Pour nous suivre, vous pouvez vous connecter sur www.lavoixdeladiaspora.fr ou sur les réseaux sociaux via la page de la radio La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora, monsieur le conseiller, oui. Touré Souleymane. Vous êtes conseiller en charge du service civique de la promotion de la jeunesse. Qu'est-ce que... Non, j'étais en train de parler quand le président des journalistes de France, ivoirien de France, donc vous avez la parole. Oui, vous ne pas se tenir, je veux dire, calme. Donc vous avez la parole. Monsieur le conseiller. Je vous pose la question, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci. Alors, le service civique,
Qu'est-ce que cela consiste concrètement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le service civique? D'accord, merci. Alors, donc, je voudrais dire que mon rôle de conseiller, justement, au civisme, c'est bien entendu de donner des conseils aux personnes qui ne sont pas capables de se contenir, de se retenir et de pouvoir accepter que nous soyons différents, certes, mais que nous sommes ivoiriens et que nous devons nous inculquer les valeurs du pardon et de l'acceptation de l'autre. Et puis ensuite, de pouvoir donner, de faire une tournée partout en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, de communiquer avec les uns et les autres et d'avancer sur les questions du civisme. Mais j'arrive, hein, je reviens sur la question. Mais je demande encore une fois qu'on essaie de garder le calme ici. Vous voyez, quand notre frère prend la parole et qu'il rebondit sur les questions de liberté d'expression, de liberté des journalistes, et qu'on rappelle une époque récente où les journalistes étaient embrigadés et puis qu'on passait le temps à spéculer sur la communication, à inonder les réseaux et la télévision ivoirienne en s'illustrant par des messages de haine à longueur de journée, je dis que nous ne sommes pas amnésiques et que nous nous souvenons. Mais le dire ne doit pas amener mon frère à sortir de ses gants et donc à ne pas s'inscrire dans le cadre du débat qui est simplement le débat de la réconciliation. Et donc rappeler qu'il y a eu des journalistes qui ont été assassinés, qu'il y avait des escadrons de la mort et tout ça. Tout ceci ne doit pas nous éloigner de l'essentiel. Alors moi je dis, et je reviens sur ça, le service civique, pour dire que pour donc, les questions de service civique et tout, il y a en marge donc, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, beaucoup d'actions dans le sens donc, de pouvoir inculquer des bonnes valeurs à nos enfants. Vous savez, on n'est pas sans ignorer tous les problèmes que nous connaissons hein, dans nos pays. Et puis l'ouverture au monde, l'ouverture à Internet, ça permet aux enfants d'avoir accès à beaucoup de pratiques, beaucoup de comportements qui ne font pas la fierté de nos pays. Ceci n'est même pas un problème spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est tous les pays aujourd'hui de la zone Afrique qui sont confrontés à ces problématiques en termes de comportement au niveau de nos jeunes. Et nous disons qu'il faut donc inculquer les valeurs d'amour pour le pays et ensuite de respect pour donc, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire et tout ce que nous posons comme acte. Quand le gouvernement donc, pose des actions concrètes dans le sens d'aider les jeunes en construisant des universités, des nouvelles écoles et donc des institutions au renforcement de l'éducation des enfants, il faut que ces jeunes-là s'approprient, c'est bien, la protection, la tenue et tout pour que les générations futures puissent en profiter. Et puis, faire comprendre aux jeunes que l'école n'est pas un endroit où il faut laisser la drogue entrer, l'école n'est pas l'endroit pour tel ou tel fléau, qu'il faut aussi que les parents s'approprient donc tout ceci en donc essayant de donner une éducation renforcée aux enfants à la maison, parce que donner tout ce dont l'enfant a besoin c'est bien, mais lui donner des téléphones à l'âge de 10 ans avec Internet, c'est lui permettre de communiquer avec des personnes qu'on ne contrôle pas. Et donc nous disons qu'il y a une grosse campagne de sensibilisation qui s'opère en Côte d'Ivoire, mais vous savez, ce sont des questions difficiles, hein, des questions de civisme, de comportement et tout ça, ça va avec le temps. C'est comme la réconciliation, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper, qu'on peut toucher. Parler à quelqu'un qui est fermé, parler à quelqu'un qui a tellement de haine en lui, parce que d'abord, il ne vous aime pas. Et quand il ne vous aime pas, quelque chose que vous faites, il n'aime pas. Prenez le ciel et la terre, donnez-lui, il vous dira que vous n'êtes pas bon. Alors donc, voyez que quelqu'un comme ça, il faut aller doucement, il faut prendre le temps, il faut lui parler, il faut lui expliquer. Quand, en construisant l'université, et qu'en construisant des ponts, des routes, que ce n'est pas des biens qu'on prendra pour aller au village avec, que c'est des choses pour le bien-être des Ivoiriens pour l'avenir. Et voilà, donc... Oui. Monsieur Touré Suleiman, pensez-vous que vous êtes libre, d'après le Premier ministre, vous êtes libre de vos actions, de vos fonctions, vous êtes libre de vous engager dans cette réconciliation? Revenez sur la question. Pensez que vous êtes libre, auprès le Premier ministre, que vous êtes libre de toutes vos actions,
de vos actions dans le processus de réconciliation? Bien sûr, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a fait confiance en nous nommant en qualité de conseiller chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Et le Premier ministre nous fait confiance. Et je pense que ça, c'est très important. Et à le côtoyer, on découvre une grande personnalité, un homme d'expérience. Il a lui-même été conseiller technique du président Alassane Ouattara quand le président était Premier ministre. Donc, nous sommes à une école, nous apprenons tous les jours, nous sommes jeunes, nous pouvons commettre des erreurs. Ceci, donc, est inhérent à la vie de tous les jours. Mais nous disons que pour ce qui concerne les questions de jeunes et le traitement des questions de jeunesse, le Premier ministre Amadou Gon nous fait confiance. Maintenant, pour les questions de réconciliation, j'avoue que c'est un sujet qui peut être traité ou donc interprété de manière diverse, mais nous restons convaincus que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appuyé du Premier ministre Amadou Gon, du vice-président et du président Bédié, de toutes ces grandes personnalités du pays, pose beaucoup d'actions dans le sens de la Monsieur le conseiller, réconciliation. quand vous dites ça, j'ai une image dans ma tête. Et vous dites que vous êtes libre de tous vos mouvements, de votre liberté, étant jeune auprès du Premier ministre. Mais tout dernièrement, Alphonse Soro a donné son avis sur un sujet banal sur les réseaux sociaux, il a été limogé. Oui. Donc voilà, quand on a ces faits-là à l'image, est-ce que pensez-vous réellement que nous qui sommes en dehors, on puisse croire que vous êtes vraiment libre auprès du Premier ministre, que vous pouvez donner son accord, que vous pouvez donner des conseils? Moi, je peux vous dire, en toute honnêteté, et je vous le dis sur la base de mon honneur, honnêtement, depuis que je suis en fonction à la primature, par la grâce de Dieu, je rencontre le Premier ministre presque toutes les semaines. Il est ouvert à toutes les observations. Vous savez, de ma position, je reçois beaucoup d'autorités de Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnalités, qui viennent à mon bureau à la primature, qui donc attire mon attention sur tel ou tel sujet important. Vous savez, du haut de l'exécutif, on ne peut pas être en même temps au fait de toutes les réalités de terrain. Donc, je fais le répertoire de tout ce qu'on me rapporte. J'envoie un SMS au Premier ministre, puisqu'on est dans le même espace. Quand il est disponible, il me fait venir, je le rencontre. Pendant 1 heure de temps, je lui pose tous les problèmes. Et il prend en compte la quasi-totalité des observations que j'ai faites. Donc, quand on me dit que je ne pourrais pas être libre de pouvoir m'exprimer, mais c'est bien évident que quand tu travailles dans une équipe, tu dois rester dans l'esprit de cette équipe. Tu ne peux pas faire des sorties anachroniques. Comprenez? Oui. Voilà. Ceci n'est pas lié à la question du conseiller que vous avez cité, parce que vous êtes journaliste. Vous avez juste vu des interventions sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous étiez à l'intérieur des échanges? Est-ce que vous êtes auprès du Premier ministre? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Qui vous dit? Est-ce que vous avez vu une déclaration de la primature sur la question? Est-ce que vous avez vu le Premier ministre dire que j'ai révoqué telle ou telle personne? On a vu l'intervention d'Alphonse Soro qui disait que c'est suite à son intervention qu'il a été... Mais Alphonse Soro est-il Premier ministre de Côte d'Ivoire? C'est lui, Amadou Gon Coulibaly? Mais voilà, Alphonse Soro, non s'il vous plaît. Alphonse Soro est un jeune camarade, frère, qui a été conseiller du Premier ministre et qui lui-même a fait une déclaration, lui-même est revenu dire que il a été en tout cas je ne sais pas, mais est-ce que l'image Alphonse Soro que vous voyez sur Facebook, qui vous dit que c'est Alphonse Soro lui-même? Facebook est libre d'accès par tout le monde. Je dis que on ne peut pas. Non mais une question s'il vous plaît. Monsieur le conseiller, je voulais peut-être faire un petit bilan. Il y a eu CDVR, il y a eu qu'on arrive. Et après les élections législatives, on a vu le président Soro qui est rentré dans un débat de réconciliation. Il n'y a même pas 2 jours. Il y a Alain Toussaint qui était aux États-Unis qui a parlé de la réconciliation. Et il y a aussi qui est son conseiller qui parlait de la réconciliation. Mais quand on fait tout ce bilan-là, c'est même pas le bilan, mais quand on regarde tout ça, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché depuis ce temps? Et aujourd'hui, on va encore parler de réconciliation. Et qui on réconcilie par rapport à qui? Merci. Merci. C'est une question assez intelligente, même si je pense
que ça me permet encore de rebondir sur les mêmes informations que j'ai pu donner. La réconciliation est un processus. On ne se réconcilie pas en 1 an ou en 2 ans. Il n'y a pas d'ensemble de définitions pour la question de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est un processus. La réconciliation peut s'étendre sur 20 ans. Donc quand au bout de 5 ans, 6 ans de pouvoir, on continue de parler de réconciliation, c'est tout à fait normal. Vous savez qu'on nous a plongé dans une crise forte. Quand on passe le temps à divulguer... La crise, c'est tout le monde. Je suis d'accord, justement. Quand on a passé le temps à divulguer des informations de haine, basées sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en Côte d'Ivoire, ça crée des situations difficiles. Et vous savez que ça prend du temps, la réconciliation. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il faut se rapprocher davantage. Mais les résultats ne peuvent être constatés que sur le temps. On ne peut pas dire que pour la réconciliation, ça peut se faire en 2 ans, ou en 1 an, ou en 3 ans. Les efforts doivent être suivis. Et je pense que au-delà de la CONARIV ou de toutes les institutions qui ont été mises en place, il y a eu un gros boulot qui a été fait. Les institutions sont allées sur le terrain, elles ont investigué, elles ont communiqué avec des gens, avec des personnes ressources, et on sait au moins quelles sont les plaies ici et là. Et on essaie de consolider le tissu social, de nous éloigner petit à petit des difficultés. Mais la première des choses, c'était d'abord de pouvoir instaurer la sécurité en Côte d'Ivoire, de permettre aux uns aux autres de circuler sur l'étendue du territoire. Avant de passer la parole à Jean Paul, un auditeur sur Facebook demande comment se porte votre ONG UCAD demain. Okay. Et en plus, il rajoute, il dit que monsieur le conseiller est très difficile, difficilement accessible à la primature. Voilà, il dit il se passe. Camaraté. Voilà. Camaraté, ok. Il dit qu'il est difficilement accessible. Voilà, difficilement accessible. Il parle de l'ONG Oukademe. Voilà. Merci. Comment parle l'ONG Oukademe? L'ONG Oukademe a été créée il y a 3 ans par des fils de Bouaké. Nous avons eu l'honneur de diriger l'ONG et nous continuons de présider au destiné de cette ONG. Oukademe. Ouka veut dire aider en baoulé. Deme veut dire aider en djoula. Parce que Bouaké, c'est ma ville. Et donc, la conjugaison de Ouka Deme, c'est avec un trait d'union au milieu. C'est donc démontrer combien de fois c'est important que les peuples de Bouaké fonctionnent ensemble, c'est-à-dire les Baoulés et tout. C'est le sens même de la réconciliation. Okay. Et depuis la création de Ouka Deme, tous les fils de Bouaké avec qui j'ai fait l'école primaire, le collège à Bouaké, le lycée à Bouaké, l'université, ont fédéré autour de l'ONG. Donc on déployait des moyens pour qu'à travers cette plateforme, nous puissions aider nos parents. C'est comme ça que pendant donc, les différentes étapes de l'année, donc à la rentrée scolaire, nous distribuons des kits scolaires dans plus de 20 établissements primaires. Pendant les fêtes de Noël, nous passons dans les orphelinats, les quartiers défavorisés, donc pour distribuer des cadeaux de Noël. Pendant la fête de Pâques, nous donnons donc des vivres et des non-vivres, des bœufs et tout, à tous les villages baoulés. Et puis, nous passons dans les hôpitaux, nous aidons les femmes enceintes abandonnées, nous aidons les malades abandonnés dans les hôpitaux qui ont des difficultés. En tout cas, l'ONG Oukademe se veut donc cette plateforme autour de... Donc, on dit que c'est difficile, difficilement accessible. Vous comprenez que quand on est nommé conseiller au cabinet du Premier ministre et qu'on a démontré chaque fois qu'on a été sur le terrain, qu'on est capable de donner ce qu'on a de plus cher aux autres, ça ne fait que multiplier les sollicitations. Aujourd'hui, tous nos amis donc, de toutes les couches sociales, voilà, non, donc c'est pour vous dire que nous recevons un volume d'appels énorme. Et j'ai gardé mes numéros de téléphone parce que je ne veux pas être une personnalité qui change ses contacts quand il évolue. Donc vous l'appelez, c'est que vous avez le même numéro. J'ai le même numéro de téléphone et je pense que notre rôle, c'est de rassurer les Ivoiriens. C'est de montrer que les Ivoiriens sont capables de se donner la main et d'aller ensemble avec le président de la République à l'émergence à l'horizon 2010. Monsieur Jean-Paul. Oui, tout simplement. Votre mot de fin, hein, on est presque carrément à la fin de l'émission. On est carrément à la fin de l'émission, tout simplement. On ne revient pas derrière. Oh non, on revient à la fin. Vous n'allez pas, je vais éviter un talk show, je vais éviter. Donc j'espère que vous pouvez m'accorder ça, sinon je me tairai. Allez-y. Je sais que ce n'est pas dans votre style de... Allez-y, Jean-Paul. Allez-y, monsieur Jean-Paul. Appelez notre président. Bon, j'aimerais tout simplement rappeler, noter à notre invité ou à votre invité, parce qu'à ceux aussi invité,
que je n'ai personnellement, je suis pas certainement, peut-être pour lui c'est sa manière de se défendre, il est passionné, qu'est-ce qu'il fait pour être journaliste. Heureusement que mon patron ne pense pas comme vous et je suis encore journaliste. Deuxièmement, question des journalistes, l'escadron de la mort. Vous êtes une autorité de Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, quand on dit des choses, moi je vous demande d'avoir un peu de mesure. La question de l'escadron de la mort. Aujourd'hui, il y a eu un procès ici en France, le journal Le Monde qui s'est permis de l'édicter. En France a perdu son procès. Le couple Laurent Gbagbo a demandé 1 euro symbolique parce qu'il ne voulait pas de l'argent sur cette question. Vous dites que à une autre époque, c'est-à-dire certainement sous le régime de Laurent Gbagbo, vous n'osez pas le dire, mais moi j'aurai le courage que vous n'avez pas. Ayez le courage de nous dire quels sont les journalistes qui sont morts sous Laurent Gbagbo ou qui ont été emprisonnés. Je suis journaliste, je suis président de l'Union des journalistes. Peut-être que je ne le sais pas, mais sur ces faits-là, est-ce que vous pouvez au moins nous édifier et édifier les auditeurs? Ça, c'était les questions principales. Et sur la question de la promotion de l'emploi. Franchement, quand vous parlez ainsi, c'est tellement beau que j'ai envie d'y croire. Mais malheureusement, un certain nombre de faits me disent non. Les migrants qui arrivent, la quasi-moitié des migrants africains, noirs africains qui arrivent sur les côtes italiennes sont ivoiriens. Je les rencontre ici, à Paris. En tant que journaliste ici à Paris, je les rencontre lors des reportages, dans les foyers, dans les squats. Ils me parlent. Vous pensez qu'il y a du boulot en Côte d'Ivoire et ces jeunes-là fuient pour venir? Franchement, dites-nous exactement, avec lucidité, et est-ce qu'on peut vous croire quand des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens prennent le risque de la mort pendant qu'ils ont la possibilité d'avoir du travail en Côte d'Ivoire ou de créer du travail en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de dire est assez crédible? Ok. D'accord. Merci à M. Jean-Paul Oro. Et merci encore de nous donc renforcer à l'idée qu'il est passionné. Parce que malheureusement, s'il vous plaît. Oui, mais laissez-moi aller. S'il est passionné, parce que je le dis clairement. Je le dis clairement. Je parle de fait. Oh, mais s'il vous plaît. Moi, je vous écoute tranquillement. Et quand je prends la parole, il n'est pas capable de me laisser. La relance est un exercice journalistique. Si vous ne le savez pas, mais quand je le fais, vous me reprochez cela. Donc, si vous ne voulez pas reprocher. Non, si vous me reprochez cela. Alors, je reviens donc pour dire que au niveau donc de la question des journalistes et tout ça, et des escadrons de la mort, honnêtement, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas revenir sur la question parce que je ne veux pas ouvrir ici un autre débat, à moins qu'on se retrouve à une autre plateforme et on aura l'occasion de revenir sur cette question. Mais en même temps, je voudrais le rassurer sur la réalité qui est que les Ivoiriens n'oublieront jamais ce qui s'est passé de 2000 à 2010. Que ça a été une période triste de notre histoire et que nous ne voulons plus retomber. Mais il y a des gens qui cherchent à nous tirer donc vers cette étape de notre existence. Donc pour nous, il faut se battre pour ne plus retomber dans la haine que nous avons vécue par le passé, où on se permettait de tenir des discours extrêmement dangereux à la télévision, des discours qui donc créent des plaies indélébiles. Donc pour nous, il ne faut plus retomber dans ça, il faut plutôt aller à la réconciliation vraie. Et nous nous battons tous les jours pour cela. Maintenant, sur la question des jeunes qui prennent des bateaux et qui viennent à l'extérieur, bon, quand il dit que la moitié, ça c'est des assertions journalistiques. C'est-à-dire ce n'est fondé sur rien. On n'a aucun élément ici. Non, s'il vous plaît. Je vous les donne. Oui, mais vous je vous les donne. Oui, mais c'est vos chiffres. Nous n'avons pas ces chiffres-là. Donc, on n'a pas ces chiffres. On n'a pas ces chiffres. Vous travaillez au commissariat des réfugiés. Il est dans cette mais s'il vous plaît, vous me laissez terminer. Si vous avez droit à la parole, vous revenez là-dessus. Parce que c'est facile. Vous savez, eux, ils s'illustrent par leur capacité à tordre la réalité partout où ils ont la possibilité de le faire, même devant les médias. Mais vous, et donc moi je ne rentre pas dans ça. Quand vous asseyez ici pour dire 50% des jeunes, est-ce que vous savez que quand vous dites ça c'est grave? Vous savez que c'est pas vrai, mais comme vous êtes habitué à ça et que c'est comme ça que vous avez passé votre temps à gérer les affaires, donc vous continuez. Mais nous on ne veut plus rentrer dans cette manière de fonctionner. Pour l'année 2016, nous disons une chose qui est claire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mieux qu'il y a quelques années en termes d'emploi jeunes
de promotion de jeunesse. Sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan de la jeunesse purement, à tous les niveaux, les jeunes sont épanouis. Mais ne venez pas nous distraire. On n'a jamais eu autant d'écoles en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu autant d'universités fréquentables en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Vous voulez nous envoyer dans un... Mais c'est la vérité que je dis. Donc, Monsieur Touré, s'il vous plaît. Oui, mais donc, pour vous dire quoi? Vu que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de... Vous avez fait tout pour mener à bien cette réconciliation. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, de votre côté, de pardonner au président Laurent Gbagbo et de l'aider à le libérer? Moi? Oui. Cette question ne relève même pas du tout de mes prérogatives. Moi, je suis conseiller chargé de la promotion de la jeunesse. Laurent Gbagbo n'est pas jeune. Je ne pense pas que je sois capable. Si c'est un jeune qui est arrêté ici et tout. Mais en tant qu'un homme politique. En tant qu'un homme politique, je dis, en tant que conseiller du Premier ministre, je suis tenu de donner des conseils au Premier ministre par la radio. Si je veux donner des conseils, je lui donne les conseils quand je suis devant lui. Donc, sur la question, je n'ose même pas prononcer certains noms. Parce que ces noms riment avec la passion. Et vous voyez déjà que j'ai affaire à un monsieur qui sort de ce camp. J'ai pas envie d'aller plus loin. On ne peut pas terminer cette émission sans vous demander les nouvelles du congrès du RDR. D'accord. Qui se tient le 9 et 10 septembre. 10 septembre. À Abidjan. À Abidjan, bientôt. On va dans le mot de fer. Alors, le congrès, comment se porte aujourd'hui le RHDP, le RDR, l'UDPCO? Comment se porte le RHDP? Le RDR va à un congrès. On sent des dissensions au niveau du RDR déjà. Il y a une amicale des anciens forces nouvelles qui est créée. On sent des balles de ping-pong qui se lancent à travers vous. Qu'est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vraiment le RDR se porte bien? Merci. Le RDR se porte très bien. Je dirais même super bien, à l'image donc du dernier meeting au Palais des Congrès. Et donc demain, samedi, à Boaké. Moi, j'étais à San Pedro le week-end passé. On fait le tour de la Côte d'Ivoire depuis un moment. On a décidé d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller donc communiquer. Parce que vous savez quoi? Nous, on se dit, il faut travailler d'abord. Il faut travailler, il ne faut pas passer le temps à aller dans la rhétorique, à aller sur le terrain juste pour des meetings. Mais à l'orée donc de ce congrès, nous avons obligation de remobiliser nos troupes. Et depuis un mois, nous sommes sur le terrain de nuit comme de jour, pour que ce soit un congrès historique, pour que définitivement nous démontrions que nous sommes le parti numéro 1 de Côte d'Ivoire. Que nous puissions montrer à l'opinion internationale comme l'opinion nationale qu'il n'y a aucun parti qui peut mobiliser comme le RDR. C'est pour ça qu'il y aura 100 000 personnes mobilisées pour le congrès. Mais le RDR reste convaincu que la meilleure plateforme pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Monsieur Jean-Paul. Et après, j'ai une minute. Votre mot de fin pour... rapidement. Je crois que je n'irai pas au-delà de une minute, éviter d'être taxé de passionné. Je dirais tout simplement, je remercierai l'équipe de production, la directrice Fatim Kamara, les animateurs Ahmed Fof et Madame Rosia, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour ce lancement de cette émission. Et dit tout simplement aux auditeurs de Côte d'Ivoire FM de ne pas rater ce rendez-vous hebdomadaire. Il me semble que ce sera le moment... FM, c'est la voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Ok, d'accord. J'espère que ce sera une occasion pour permettre à beaucoup de personnes, de personnalités, d'acteurs de la vie politique associative de venir véritablement s'exprimer sans langue de bois, avec courage, certainement pas dans le jugement et la stigmatisation. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Conseil, votre mot de fin. Alors, je tiens à remercier donc l'équipe qui nous invite ici aujourd'hui, donc à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Rosia Nadine, Ahmed Fofana, je vous remercie. Lobé, sans oublier mon cher ami Jean-Paul Leroux, président des journalistes de France, qui donc... président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Et je l'inviterai bientôt en Côte d'Ivoire. Ok, voilà, chers auditeurs, ça c'est le site de la réconciliation. Le site de la réconciliation. Avec plaisir. Un billet d'avion pour le professeur. J'attends le thé. Allez-y. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance au conseiller. Non, allez-y, monsieur. Non, allez-y, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller, dis-nous le plus. Comment? Allez-y. D'accord, donc je disais que
Non, mais il ne peut pas ne pas me faire confiance. Non. Parce que vous savez très Moi, je bien... pose des questions. Parce Oui, que- non, je sais. Je vais l'inviter, effectivement, parce C'est que un dans homme tous de les cas, confiance. quand on vient à une plateforme comme celle-là et qu'on échange, on ne doit pas perdre de vue que nous sommes des Ivoiriens. Ça, c'est vrai. Et que, quelles que soient nos velléités et nos différences au niveau de nos idéologies, nous devons garder à l'esprit que la seule chose que nous devons défendre, c'est d'abord notre amour les uns pour les autres. Que tous les Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs obédiences politiques, doivent pouvoir fraterniser, doivent rester dans un esprit amical. On peut échanger, on peut participer à un débat, on peut même lever le ton souvent, mais nous devons sortir de ce débat plus fort, parce qu'il ne faut pas non plus que nous laissions prospérer des choses qui ne sont pas justes. Quand on a un président comme Alassane Ouattara, avec un premier ministre comme Amadou Gon, des gens acharnés au travail, comme Alassane Ouattara, qui a changé l'image de la Côte d'Ivoire, qui nous donne une place aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous offre le 8e jeu de la francophonie avec brio, parce que les participants ont reconnu que la Côte d'Ivoire, que jamais un tel événement n'a été donc organisé d'abord en Côte d'Ivoire, mais en plus que tous les jeux de la francophonie ont été émaillés de quelques difficultés, mais qu'en Côte d'Ivoire, ça a été vraiment le plus beau séjour pour eux. Que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on quitte le nord pour le sud sans difficulté, qu'on peut se balader partout sans qu'on ne te stigmatise et qu'on ne t'arrête parce que tu es de telle ou telle origine ou tu es de telle ou telle ethnie, que nous puissions donc fonctionner dans ce pays avec autant de joie, de pouvoir donc circuler à Abidjan parce que Abidjan est complètement décongestionné par le 3e pont, nous qui avons des parents aux 2 plateaux et donc à Marcouri qui en 5 minutes on peut se voir, qui arrivons à faire Abidjan-Bouaké en 3 heures de temps, qui, donc, partout où vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez les effets du travail abattu par le président et le premier ministre, que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés en moins de 3 ans, que les problèmes d'eau ont été réglés et que donc on ne soit pas dans ce pays et qu'on ne soit pas fiers. Donc nous pensons que les Ivoiriens qui vivent en France doivent revenir en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, que les Ivoiriens de France doivent venir, il ne faut pas qu'ils se laissent tromper par des mauvaises informations. Tous ceux qui ont eu le courage de rentrer n'ont plus envie de ressortir parce que la vie est belle en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous sommes, toute bonne chose à une fin. Nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Abetfof. Oui, merci à nos invités. Jean Bololo, monsieur le conseiller, malgré son calendrier très chargé, a pu se libérer pour nous. Donc nous remercions tous nos auditeurs. Et la directrice Fatou Kamara. C'est ça. Moi. Levé. Ah non, 1 heure avant augmenté maintenant. Non, mais oui. Tu as lancé le jingle, mais